Bonjour, il est énarque, chirurgien, il a fondé le site médical Doctissimo, qu'il a revendu à Lagardère au début des années 2000. Il est surtout connu pour ses conférences et ses essais sur l'avenir de la médecine, les nouvelles technologies ou encore le transhumanisme. Et il vient de publier chez J.C. Lattès son nouvel essai, La guerre des intelligences. Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. La guerre des intelligences dont parle votre livre, c'est celle entre l'intelligence des hommes et l'intelligence des machines, parce que pour vous, c'est sûr, l'intelligence artificielle va bientôt nous dépasser. L'intelligence artificielle va nous dépasser sur des sujets techniques, sur des tâches bien précises, comme la comptabilité, analyser un scanner, regarder un fond d'œil, conduire des voitures. L'intelligence artificielle n'a aucune conscience d'exister, elle n'a pas de conscience artificielle, mais elle nous dépasse sur de plus en plus de tâches techniques. Vous parlez aussi d'une super intelligence dans votre livre, vous l'évoquez pour plus tard. Vous croyez vraiment qu'à un moment, la machine aura conscience d'elle-même et nous dépassera ? Personne au monde n'a le même avis sur ce sujet-là. Va-t-on avoir une super intelligence ayant conscience d'elle-même et potentiellement hostile? Personne ne le sait. Elon Musk la craint pour 2030 à 2040. Les gens de Google DeepMind sont plus rassurés et ils ne l'imaginent pas avant 2060-2080. Il n'y a aucun consensus sur ce sujet. Et vous en pensez quoi ? Moi, je pense que le problème, c'est un problème socio-économique et éducatif jusqu'en 2050 et qu'il ne risque pas d'y avoir d'intelligence artificielle forte avant 2050. Notre problème aujourd'hui, c'est comment faire évoluer l'éducation de manière à ce que nos enfants ne soient pas laminés par cette intelligence artificielle faible, sans conscience d'elle-même. Alors justement, vous n'êtes pas tendre avec le milieu éducatif. Vous comparez en gros les enseignants d'aujourd'hui, les pédagogues, aux médecins des années 50, voire du siècle dernier. Vous dites que la pédagogie aujourd'hui n'a aucune base scientifique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour adapter nos enfants à cette intelligence artificielle qui arrive ? Il faudrait que l'éducation comprenne qu'elle forme aujourd'hui nos enfants à l'économie et aux métiers de 1995, et pas du tout à ceux de demain. Il faut bien comprendre que les enfants qui sont rentrés en maternelle en septembre seront encore sur le marché du travail en 2070. Il n'y a aucune chance que l'école d'aujourd'hui les forme à être compétitifs face à l'intelligence artificielle de 2070. Alors pour ça, vous dites, pour s'y arriver, pour les rendre compétitifs, il faut notamment s'inspirer des neurosciences, dites-vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout, il faut individualiser cet enseignement. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Qu'est-ce que vous diriez vous ? Qu'est-ce que vous feriez vous si vous étiez enseignant ? Eh bien, il faut évidemment comprendre le cerveau. Aujourd'hui, les enseignants ne connaissent pas le cerveau des enfants dont ils ont la charge, ils ne connaissent pas les neurosciences. Or, éduquer sans comprendre le cerveau de l'enfant, c'est aussi bête que de soigner un diabétique sans mesurer sa glycémie ou de soigner un cancéreux sans regarder le scanner. Il faut bien évidemment individualiser l'éducation à partir des neurosciences. Elle est absolument indispensable, sauf si nous voulons que nos enfants soient... Il y a un mot que vous utilisez souvent dans votre livre, c'est celui de tsunami, de balayer. Vous pensez vraiment que notre économie, notre vie, notre société peut être balayée à terme par cette intelligence ou par ces intelligences faibles ? Alors ces intelligences artificielles faibles, elles ne vont pas détruire la société, mais elles risquent de créer de nouvelles inégalités très fortes. On voit bien que dans une économie de la connaissance, dans une économie du big data, dans une économie de l'intelligence artificielle, il y a une prime énorme à ceux qui savent manipuler la data, aux gens qui ont une intelligence conceptuelle forte. Or aujourd'hui, on ne réfléchit pas à ce que vont faire les gens moins doués, moins intelligents, qui comprennent moins bien la data. Dans cette économie de la connaissance, ils risquent d'être des naufragés du numérique, des parias, d'être marginalisés. Ils risquent même à moyen terme de même pas comprendre le monde dans lequel nous rentrons. De vivre dans un monde magique où l'intelligence artificielle va les aider à faire plein de choses, mais sans comprendre ce qui se passe derrière. C'est-à-dire en fait d'être des citoyens de deuxième zone. Alors, parmi les nombreuses idées à contre-courant, vous dites aussi dans votre livre qu'il faut arrêter de former des codeurs, alors qu'aujourd'hui on a l'impression que pour tout le monde, coder, c'est la clé, c'est le Graal, c'est absolument ce qu'il faut faire. Vous dites non, ça ne sert à rien. Demain, dans 10 ans, dans 5 ans, l'intelligence artificielle le fera bien mieux qu'un élève qui sort d'une école d'informatique. Il va rester des informaticiens, des architectes informatiques, des gens qui vont s'occuper des systèmes d'information. En revanche, la quasi-totalité du code, et notamment le code bas de gamme, sera fait par des intelligences artificielles entre 10 et 15 ans. Il est donc absurde de former des codeurs bas de gamme aujourd'hui. On les envoie au casse-pipe. C'est comme les comptables, ce sont des métiers qui vont être parfaitement faits par l'intelligence artificielle à des coûts dérisoires dans 10 ou dans 20 ans. Il faut donner de former tout le monde au code. C'est comme si on avait formé tout le monde à la sténodactylo en 1970. Plus largement, vous êtes aussi très critique envers la place de la France et de l'Europe par rapport aux GAFA. C'est un combat que vous menez régulièrement. Vous nous désignez comme destinés à devenir un peu les esclaves. Est-ce qu'il y a une chance que ça change aujourd'hui ?
Oui, notamment parce que Cédric Villani, qui gère la stratégie d'intelligence artificielle pour le compte du gouvernement, a parfaitement compris tous les enjeux. On a vécu en France dans un déni de réalité. On a pensé que pour avoir de l'intelligence artificielle, il suffisait d'avoir des mathématiciens. Or, ça n'est pas le cas. Le mathématicien est à l'intelligence artificielle ce que la peau de bête est au sac Vuitton. Ce n'est pas parce qu'un pays a des peaux de bête qu'il va concurrencer Vuitton. C'est pareil, les mathématiciens, c'est une commodity par rapport à l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut pour faire de l'intelligence artificielle, c'est une plateforme qui récupère des milliards et des milliards et des milliards de données, car l'intelligence artificielle, pour être éduquée, a besoin d'énormément de données. C'est pour ça que Google, Apple, Facebook, Amazon, les GAFA, et les Chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui font des progrès de géants en ce moment, ont un avantage immense. Il n'y a pas de plateforme numérique en Europe, donc nous n'avons pas suffisamment de données pour éduquer l'intelligence artificielle. Il est encore temps d'en créer une, ou ce combat est perdu d'avance? Parce qu'on voit que justement les GAFA, qui ont commencé par dominer Internet, maintenant ils dominent l'intelligence artificielle, et leur but c'est de dominer aussi nos maisons, nos voitures, tout notre fonctionnement, notre économie, nos commerces. Est-ce qu'il est encore temps, ou est-ce que c'est un combat qui ne mérite plus d'être mené? Il faut se dépêcher, sinon les GAFA et les BATX vont contrôler l'éducation et la santé dans 2 ou 3 décennies. L'Europe doit se réveiller, elle doit se mettre à travailler, elle doit faire une analyse sérieuse de sa situation et comprendre pourquoi elle n'a aucune plateforme géante. Car sans plateforme, nous n'aurons pas d'intelligence artificielle. Plus généralement, on vous présente comme un porte-parole du transhumanisme. J'ai lu ça beaucoup à votre sujet dans votre livre, parce que vous citez souvent les déclarations de ces gens qui pensent que, en gros, les nouvelles technologies vont transformer l'humain, doivent transformer l'humain. Est-ce que vous vous considérez vous-même comme un transhumaniste aujourd'hui ? Non, et d'ailleurs je suis même relativement critique vis-à-vis de ce que proposent des gens comme Elon Musk, qui pour nous rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle, a créé une société Neuralink destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants. Ça vous n'y croyez pas? Si, je pense que ça va être techniquement réalisable, mais je souhaite que l'éducation se modernise rapidement pour éviter que nous soyons en catastrophe dans 20 ou 30 ans, obligés de mettre des puces électroniques dans le cerveau des gens parce que l'école ne les aura pas suffisamment bien formés à être compétitifs face à l'intelligence artificielle. L'éducation, on va terminer par ça. Vous terminez votre livre par une lettre à vos enfants. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous conseillerez à un enfant, aux parents d'un enfant qui a 10 ou 15 ans en 2017? Qu'est-ce que son enfant doit faire pour s'en sortir dans le monde qui vient? Eh bien, il faut qu'il ait un esprit curieux, multidisciplinaire, qu'il sache travailler en groupe, qu'il ait une grande culture générale, qu'il ait un esprit critique très développé, qu'il lise beaucoup. Il faut faire lire 3 livres par semaine à ses enfants, c'est le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Il ne faut pas les former à des formations professionnalisantes de type codeur, comptable, qui vont être laminées. Il faut former des généralistes, il faut envoyer nos enfants là où l'intelligence artificielle n'est pas. Il faut empêcher nos enfants d'aller là où l'intelligence artificielle va les laminer, ce que fait aujourd'hui l'éducation. Nous devons former des généralistes curieux, ayant une bonne culture générale et un bon esprit critique. C'est ce que nous devons faire pour protéger nos enfants contre la concurrence de l'intelligence artificielle demain. Merci Laurent Alexandre.